Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Philippe Guibert et Charlotte Dornelas sont de retour pour cette deuxième partie d'émission. Mais j'ai le plaisir d'accueillir Louis Sarkozy en studio. Bonsoir Louis Sarkozy. Bonsoir, chère madame. Merci d'être ici. Chère madame, c'est très sympathique. Je dois avouer, vous êtes... Non, mais c'est très sympathique. C'est très sympathique. Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. Alors écoutez, j'ai été très surprise de découvrir ce livre. L'angle que vous avez choisi, parce que vous avez choisi un angle et c'est complètement assumé. Je me suis dit, comment vous est venue l'idée de raconter Bonaparte par le biais de ses lectures d'abord. J'ai trouvé. Non mais c'est un angle. Philippe Guibert, je sais pas si vous avez lu le livre de Louis Sarkozy. Mais ça va venir. Mais je me suis dit, mais d'où vient cette idée parler de Napoléon Bonaparte, c'était un immense lecteur et Louis Sarkozy en parlera bien mieux que moi. Mais comment vous avez eu cette idée? Merci pour vos compliments. Non, l'idée vient en vérité d'une phrase de Disraeli. Enfin, ça vient de plusieurs choses. Je vous simplifie la chose si vous voulez. Mais Disraeli dit: je suis né dans une bibliothèque. Et vous me donnez la bibliothèque et je vous donne l'homme. Et je ressens, enfin je pense que tous les lecteurs, Dieu sait qu'il y en a autour de la table ici, ressentent à peu près la même chose. C'est que si j'allais chez vous dans votre salon et que je regardais avec un grand détail votre bibliothèque, je comprendrais pas tout ce que vous êtes, mais une bonne partie, quoi. On comprend déjà l'existence. Et chez Napoléon, c'était particulièrement intéressant parce que chez lui, déjà, les livres ont influencé tout, le caractère personnel, la vie amoureuse, les guerres, la politique, tout. Enfin, aucun aspect de ce qu'il était n'était pas touché par ses lectures. Et deux, ça me permettait de faire des jeux, par exemple, jouer avec vous savez, sur le bicentenaire, c'est un raciste, sexiste, colonialiste, insupportable, etc. Et assoiffé de sang, la légende noire. Et pourtant, l'homme fond en larmes quand il lit la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, quoi. Enfin, il y a quelque chose là, quand même. On peut pas être un ogre assoiffé de sang, conquérant, insupportable, et adorer Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre, qui est le roman à l'eau de rose par définition. Il l'a lu 7 fois, il adorait ça. Donc, je voulais essayer de montrer ce côté de son caractère qui était, je pense, moins connu. Vous avez une fascination pour Napoléon Bonaparte, elle vous vient d'où? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? On a eu des grands rois, mais Napoléon Bonaparte. Écoutez, personnellement, moi je tombe sur lui quand j'ai 15-16 ans, quand les jeunes garçons cherchent des héros, et lui c'est l'incarnation de tout ce qu'un héros peut être, c'est-à-dire que c'est toutes les qualités poussées à leur paroxysme et tous les défauts à leur pire, en fait. Il est l'homme le plus féroce aussi, il est capable d'une grande gentillesse, il est l'immense arrogance et pourtant parfois une humilité déconcertante. Il a les plus grands succès, Austerlitz, Friedland, le Code, les réformes, la France, qui est sa plus grande œuvre, et aussi les plus grandes catastrophes et la plus grande myopie, la Russie, mais quelle erreur, mais le rétablissement de l'esclavage, on peut en parler, l'Espagne, enfin, il est tout ce qu'est l'humanité en un, en fait. Il en est son incarnation. Donc je tombe là-dedans, je lis la biographie d'Andrew Roberts, un Britannique, le paradoxe, le Français qui vit aux États-Unis, qui découvre Bonaparte par un Britannique, la triangulation, et je finis le bouquin, et je me dis, mais comment est-ce que je connaissais pas ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avais l'impression d'avoir vécu le truc avec lui, et ça commence une obsession qui dure jusqu'aujourd'hui. Ah oui, c'est une obsession qui a quelques dizaines d'années. Combien de temps parce qu'il est extrêmement nourri, ce livre. Il y a beaucoup de références. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre? À peu près 2 ans et demi de recherche, 1 an d'écriture. 2 ans et demi de recherche, 1 an d'écriture. Oui, c'était très chiant. Oui, je vois ça. Mais non, mais vous avez raison. Et j'ai vu traduit de l'anglais. Vous l'avez écrit en anglais? Oui, je l'ai écrit en anglais, bien sûr. Je l'ai écit en anglais. Ça, c'est pas mal, un bouquin sur Napoléon écrit en anglais. Oui, par un Français. Par un Français, oui, exactement. Non, je l'ai écrit en anglais pour la seule et unique raison que j'ai trouvé un éditeur anglais qui voulait bien me publier. Si je l'aurais écrit en turc, si j'aurais pu. Non, je l'ai écrit en anglais parce que ça aurait été légèrement plus difficile. Parce que l'éditeur était anglo-saxon, était britannique au départ, avant de le faire publier aux États-Unis et maintenant en France. Donc c'est pour ça qu'il est écrit en anglais, et Dieu merci, je ne l'ai pas traduit moi-même, c'était déjà assez compliqué de l'écrire, et si je devais le traduire en plus, ça aurait été l'enfer. Et puis en anglais, vous en avez d'autres? Vous lisez beaucoup? Oui, évidemment. Louis Sarkozy. La lecture est une immense partie de ma vie. Ouais. Quel est votre livre préféré? Oh, ça c'est la question, vous savez. Vous en avez, vous dites vous-même, ça détermine les hommes. Oui, bien sûr. Alors quel homme êtes-vous, Louis Sarkozy? Quel homme êtes-vous? Il y a des livres qui m'ont fait, pour vous dire à quel point je ne suis pas uniquement le droitier de service, un livre exceptionnel d'un homme exceptionnel en vérité, Christopher Hitchens, journaliste britannique, trotskiste de formation, marxiste toute sa vie. Alors il s'est séparé de la gauche vers la fin, mais un homme tout à fait remarquable, un des meilleurs débatteurs de la seconde moitié du XXe siècle. Et je pense que je parle à des gens, alors c'est un moins commun en France, mais il y a une génération de gens qu'on appelle les Hitchites qui l'ont découvert ces débats sur la religion, sur YouTube, etc. Et il écrit
un livre dont le titre en anglais est Letters to a Young Contrarian, lettre à un jeune contrarien. Alors la traduction ne tient pas vraiment, mais c'est le contrarien selon Hitchens, c'est celui qui dès qu'il est dans une foule et qui a une opinion majoritaire se sent poussé de dire le contraire, même sans le rationaliser. Et ce livre est 85 ou 86 pages, est une lettre à X, cher X, à celui justement qui ressent ça. Et c'est une histoire littéraire de l'individualisme en fait, et philosophique. Ça c'est un livre qui m'a bouleversé. Mais il y a aussi les Méditations de Marc Aurèle, qui est un truc qui est une immensité, mais même pas littéraire ou philosophique, historique. Le carnet intime de l'empereur romain du 1er et 2e siècle, qui est d'une sagesse inouïe qu'on a encore par un miracle historique. Ça fait 2 empereurs et un trotskiste vous avoir formé. Bah, alors, s'il y avait un psychanalyste dans la pièce, il pourrait me pondre. Non, mais je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui vous motive, Louis Sarkozy? On voit partout, on voit à la télévision, en tant que chroniqueur, avec des choix très affirmés. Vous avez des coups de gueule, effectivement, qui ont beaucoup fait réagir, et vous avez raison de prendre des positions. On vous voit également écrire un livre. Vous avez des ambitions politiques aussi, ça on l'entend aussi. J'attendais la question. Bah oui, je suis obligée de vous la poser. Mais vous avez bien raison de la poser. Non, qu'est-ce qui me motive? Écoutez, mais vous avez envie de quoi, Louis Sarkozy? J'ai envie de construire quelque chose. Je sais pas encore exactement ce que c'est, mais j'ai des idées qui sont les miennes, j'ai envie de les communiquer, j'ai envie de participer au débat culturel, et je suis convaincu d'une chose, et mais je pense que le débat le pays va très mal. Et le débat politique? Enfin, les deux sont liés, c'est la France, tout est politique par définition. Tout est politique, chez nous plus que chez les autres. Mais je participe au débat politique. Je débarque à El Garrido, j'y étais juste avant d'arriver sur votre antenne. J'ai une chronique dans Valeurs Actuelles, un papier d'ailleurs que j'adore, où on parle de politique toutes les semaines. Tous mes amis, à peu près, sont dans le monde politique, philosophique. Je pense qu'à ça. Si vous avez ma femme en face, elle vous dirait la même chose. Donc c'est ma vie. Je vais pas vous dire que je suis candidat à une élection parce que vous avez deviné la réponse. Je ne le suis pas. Mais vous y pensez, on entend Menton, non? Je suis obligée de vous poser la question. On le lit partout. Vous avez le droit de dire oui ou non. Il y a eu des conversations à ce sujet. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas, et je ne vais pas non plus vous dire que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. Mais la vérité, c'est que je ne le suis pas encore. D'accord. Mais vous y pensez? Oui, quand je me rase. Mais vous avez je me rase pas. Je préviens d'où le jeu de mots. Oui. Non, bien sûr que c'est une conversation pour plein de raisons d'ailleurs, mais c'est pas du tout le sujet du livre, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire comprendre à vos auditeurs, c'est que si je voulais faire un tract politique, si je voulais faire ce que je recherche dans Napoléon, j'aurais fait quelque chose de plus simple et pas quelque chose qui était aussi compliqué à écrire et à Non, mais c'est une base. Après, vous pourrez peut-être faire plus simple, effectivement. Louis Sarkozy, vous êtes sur votre antenne dans 2 ans pour vous êtes au début de votre écriture. Non, vous êtes au début de votre écriture, mais bien entendu, tout est politique, vous avez raison de le dire. Un petit mot quand même sur les LR. Je me souviens un peu, vous êtes obligé. Mais moi, j'étais sur votre antenne d'ailleurs il y a quelques semaines quand j'ai dit que c'était. Je pense que j'étais le seul mec en France qui argumentait que c'était une très bonne chose d'avoir une compétition. Et d'ailleurs, je trouve que le seul problème de cette compétition, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Retailleau et Laurent Wauquiez. Moi, pardonnez-moi de citer mon patronyme, mais est-ce qu'on aurait dit à Sarkozy et Chirac qu'il fallait pas faire de débat, qu'il fallait se mettre d'accord? Enfin, pas du tout. C'est la compétition qui capte l'attention. L'état de la droite n'était pas la même à cette époque-là. C'est ça, je pense que si on ressort effectivement. Mais la logique électorale et la logique de capter l'attention est la même. Il faut qu'il y ait un peu de sang, il faut que les gens il faut qu'il y ait une compétition parce que du coup, le vainqueur gagne une légitimité qu'il protège aussi. Et ensuite, il montre qu'il peut être magnanime, il peut dire, alors voilà, maintenant on fait famille, on fait parti, on fait nation. Enfin, ça participe à la fascination que peut générer une de ces élections. C'est ce que j'argumentais d'ailleurs pendant la primaire quand Joe Biden s'écroulait devant nous, était en train de mourir et d'être enterré et se transformait en Toutankhamon, qu'il fallait qu'il fasse une primaire, les démocrates, parce que on aurait empêché Trump d'avoir un candidat face à lui sur lequel il pouvait se préparer, on aurait captivé l'attention de la nation et on aurait pondu un démocrate à 3 mois de l'échéance qui aurait toute la légitimité du monde, qui aurait buté tout le monde, qui aurait sprinté à la ligne et ça aurait pu rebattre les cartes. Mais non, ils ont choisi le choix de la facilité, emprisonnés par leur propre politique identitaire de pas pouvoir virer la première femme noire vice-présidente des États-Unis, et avec le résultat qu'on connaît. Bon, et à droite, demain, vous pensez, vous avez des pronostics? Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez? Mon pronostic, pour l'instant, selon les sources que j'ai, qui Dieu sait ne sont pas les plus réputés, ou fait, j'ai pas d'informations confidentielles. Je pense que l'effet Retailleau est réel et je pense que Monsieur Retailleau va gagner, mais tout peut arriver. La seule mathématique du nombre d'adhérents qui a triplé, si vous voulez. 122 000 adhérents. Oui, ça c'est. Je dis pas que c'est ce que je souhaite. Je dis que ça paraît difficile à imaginer que ça ne soit pas ce qu'on appelle l'effet Retailleau. Bruno Retailleau a des chances. De gagner l'élection LR ? Alors, de gagner l'élection, certes, mais en 2027. Est-ce que ce serait un bon candidat pour la droite ? Écoutez,
il y a un effet Retailleau, on l'a dit. Moi, je crois en sa fenêtre de tir. Je pense que la condamnation de Marine Le Pen, il faut pas dire ça, c'est pas des, il dirait que c'est pas le cas s'il était là en face de nous et ça serait tout à son honneur, mais force est de constater que ça laisse un espace et que lui montre une chose, c'est que la domination du Rassemblement national est peut-être plus faible que ce qu'on pense, parce qu'il puise aussi dans son électorat là. Et après, tout dépend d'une autre échéance, c'est l'unité ou non du nouveau Front populaire. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est le seul moyen pour la droite traditionnelle, la droite républicaine, de l'emporter face au Rassemblement national qui pousse très fort aujourd'hui, très fort. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau sera de taille? Est-ce que c'est peut-être la bonne personne qui puisse répondre à cette poussée du Rassemblement national? Enfin, s'il gagne, je suis pas celui qui va couronner quelqu'un. Enfin, vous avez le droit d'avoir un avis sur la question. Mais vous avez le droit d'avoir un avis, un sentiment. Est un plus d'un observateur et d'un commentateur plutôt que d'un acteur. Je constate qu'il y a un effet Retailleau, je constate qu'il prend des voix au Rassemblement national, je constate que le RN lui tape dessus, sûrement un léger aveu de faiblesse. Je constate que ce parti, le parti Rassemblement national, est en fait construit pour être un parti d'opposition et qu'ils peuvent très bien gagner une élection présidentielle, mais que ça sera sûrement la dernière élection qu'ils vont jamais gagner. Je constate la condamnation de Madame Le Pen et la faiblesse intrinsèque de ce résultat judiciaire. Je constate le fait que Monsieur Bardella est peut-être un peu jeune et peut-être que cette histoire avec Marine Le Pen arrive un peu trop tôt pour sa carrière. Donc oui, il y a une fenêtre de tir. Parce qu'il va falloir qu'elle se reconstruise, la droite traditionnelle républicaine. Mais bien sûr, mais ça, et moi je suis le premier à dire verticalité, je suis le premier à dire... Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Si une campagne présidentielle, que vous avez un candidat, est-ce que vous, à titre personnel, Louis Sarkozy, vous dites, bon bah allez, je me retrousse les manches, j'y vais. Ma place, c'est là. Comme candidat à la présidentielle? Non, pas candidat à la présidentielle. Non, mais vous engagez auprès de des candidats. Non. Ah bah, non, pas tout de suite. Non, bien sûr. Moi, je suis assez convaincu que, comme beaucoup de monde d'ailleurs, que le pays va extrêmement mal et que cette élection est cruciale. Donc, si j'ai la chance et le privilège d'avoir un rôle à jouer, je le ferai. J'ai aucune offre, il y a rien de prévu, etc. Mais bien sûr, je suis rentré en France, j'aime mon pays, je veux participer, je fais un sacrifice financier de ma vie privée pour jouer mon rôle dans le débat culturel. Si j'ai l'opportunité de faire plus, je le ferai, bien évidemment. Oui, et vous engagez auprès du candidat peut-être LR qui sera désigné donc par les adhérents demain. Nous verrons. Oui, vous verrez. Oui, Philippe Guibert. Est-ce que vous pensez qu'en 2027, c'est l'occasion ou jamais de l'union des droites? Justement, dans la situation que vous décriviez, où Marine Le Pen est en difficulté judiciaire, politico-judiciaire, est-ce que la jeunesse de Bardella que vous évoquiez, est-ce que Bruno Retailleau, mais qui est assez nouveau quand même dans la scène politique française, est-ce que c'est pas l'occasion ou jamais de faire l'union des droites? Je parle pas d'un souhait, mais est-ce que la situation objective ne pousse pas à l'union des droites? Le problème n'est pas tant un problème idéologique. Le problème pour moi est stratégique. J'ai du mal à comprendre pourquoi un parti qui fait 4, 5, 6, 7, 8% va s'allier avec un géant électoral au moment même de sa faiblesse et de l'essor de l'autre. C'est un peu faire alliance avec les Huns au 5e siècle, quand l'Empire romain se casse la gueule, on va se faire bouffer, quoi. Sauf que les Huns sont en difficulté parce que Marine Le Pen est elle-même en difficulté accessoirement. Oui, vous avez parfaitement raison de le souligner, mais après, tout n'est pas sacrifice. Nous sommes un parti... Nous, les LR, je veux dire, je ne suis pas membre des LR, mais vous remarquez le lapsus et le fait que je suis un de leurs électeurs n'est pas un parti qui peut sacrifier la totalité de son histoire politique qui s'est construite face au Rassemblement national pour les aider à gagner 2%. L'histoire n'évolue jamais. Ah mais bien sûr que l'histoire évolue, et d'ailleurs je suis le premier à souligner à Madame Garrido toutes les semaines que le Rassemblement national fait une tentative de recentralisation et de respectabilisation qui est tout à fait à son honneur, mais qu'il y a une vérité à droite du centre en politique française, c'est quand le RN est très fort, LR est très faible, et vice-versa. Donc c'est pas une question de cordon sanitaire, moi je crois pas en cette histoire de cordon sanitaire, c'est le premier parti de France, mais on se fait bouffer si vous voulez. Électoralement on est opposés, c'est pas possible. Et contrairement à la gauche qui a su enterrer ses rivalités, sa haine et ses conflits idéologiques en exactement 24 heures, je pense que c'est tout à l'honneur de LR de dire on a des convictions, on a peur qu'elles ne soient pas respectées avec cette alliance, donc on ne la fait pas. Mais moi aujourd'hui, vous électeurs LR, quelles sont les convictions justement, les convictions, pas les désaccords politiques ou même programmatiques, quelles sont les convictions qui sont heurtées vis-à-vis du RN ou d'un éventuel accord comme le fait la gauche, justement? C'est deux questions différentes. Stratégiquement, j'ai répondu à la deuxième. Mon argument contre l'Alliance est stratégiquement et pas idéologique. Mon argument idéologique contre eux est principalement fiscal et économique. Quand on pose la question à Marine Le Pen s'il y a trop de fonctionnaires en France et qu'elle dit ça c'est des trucs de droite, j'ai un problème avec ça. Vous voyez ce que je Mais par exemple, vous n'êtes pas gêné quand Marine Le Pen elle-même censure le gouvernement en disant si
ce budget a été proposé par la gauche, la droite hurlerait au socialisme, mais là, comme c'est Michel Barnier, elle défend la hausse d'impôts. Enfin, vous voyez, on a l'impression, honnêtement, dans la droite, on a l'impression qu'il y a des accusations respectives d'être gauchiste sur l'économie, pas gauchiste sur l'économie. Et en même temps, quand vous dites la France va très mal, ça ne comporte pas que la question économique. Mais principalement la question économique, je pense. Moi, principalement. Ah bah écoutez, alors la question migratoire et la question économique, c'est les deux sujets. Et Dieu sait que je ne suis pas un à minimiser la menace de l'envahissement, de l'invasion plutôt migratoire. Mais si vous voulez, la question économique est tout à fait cruciale. À cause de la démographie, à cause de la croissance, à cause du taux de prélèvement obligatoire, à cause de notre bureaucratie immense. Il y a 1 200 000 fonctionnaires au ministère de l'Éducation nationale, moins d'élèves et plus de fonctionnaires que l'Allemagne et des résultats éducationnels bien pires, vous voyez. Donc c'est absolument crucial. Votre question sur le fait que Marine Le Pen a condamné le budget de M. Barnier, j'aurais condamné le même budget. Et Madame Le Pen, quand elle parle des hausses d'impôts, avait raison. Et c'est d'ailleurs très tragique pour notre famille politique que de constater que le premier ministre de droite, relativement profondément de droite, était celui qui proposait une hausse d'impôts. J'aurais été en désaccord avec ce budget. Mais là où je pense que vous faites une légère erreur, c'est que vous assumez que nous sommes un parti monolithique avec une seule base d'opinion, une seule existence idéologique. Ce que je dis sur le libéralisme choque tout le monde chez LR. Je suis beaucoup plus libéraux que la majorité d'eux, parce que je ne suis pas leur représentant, je suis pas encarté. Moi, je vous dis ce que je pense. Je représente aucun clan, aucune tribu, aucune famille. Donc c'est peut-être pour ça. J'ai l'impression que vous m'assignez une existence. Non, mais vous disiez, il y a comment dire, il y a une différence de conviction, que LR a raison de rester sur ses convictions et de ne pas chercher à faire un accord même circonstanciel avec le RN pour d'éventuelles élections. Moi, je parle pas d'accord stratégique, politicien et tout, c'est vraiment pas mon domaine, j'y connais rien et puis ça m'intéresse pas. Simplement, là, vous disiez que vous étiez inquiet pour la France, il y a la question économique, mais vous disiez vous-même qu'aujourd'hui les LR sont capables de travailler avec le macronisme, qui n'a pas été non plus brillantissime sur la question économique. Vous avez bien raison. Et en même temps, il y a des vrais points d'accord. Quand on écoute Bruno Retailleau, et vous le disiez vous-même, il parle à une partie de l'électorat du RN, ils ont donc bien des choses en commun à se dire. Je parle sur les électorats. Est-ce que vous pensez qu'il est inimaginable que ces gens-là travaillent ensemble ? Parce que les LR ne sont pas monolithiques, le RN n'est pas monolithique non plus. C'est pas inimaginable, et sur les 20, 30, 40 prochaines années, je ne suis pas un qui va dire que c'est inacceptable et que ça serait la fin de notre parti, etc. Mais je pense que si on veut conserver une indépendance de mouvement, c'est pas envisageable maintenant. Et d'ailleurs, l'erreur de M. Ciotti n'est pas tant le choix de faire alliance. L'erreur de M. Ciotti est de le dire à personne. L'erreur de M. Ciotti est d'être dans la pièce avec quelques cadres LR le soir même. Il avait dit à tout le monde, ça aurait été acceptable. Mais c'est ça un leader, cher monsieur. C'est pas tant le choix de faire une stratégie. Les leaders font un choix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais c'est d'aller voir ses troupes et de dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je crois, il faut faire ça, je vais convaincre les élus, on va parler aux militants, on va faire ce que vous voulez, mais de parler, d'initier la chose, et pas de le faire en mode de renseignements généraux au milieu de la nuit. Enfin, c'est quand même quelque chose de dingue. Sarkozy, est-ce que vous voyez, dans les 2 ans, il y a une présidentielle, quel sera votre engagement ? Je sais pas, chère madame, j'ai pas envie de vous mentir ou de vous donner une réponse. Mais si vous avez une idée, vous commencez à réfléchir, vous êtes un homme qui réfléchit. Vous êtes gentil de votre compliment, merci, j'espère. Vous pouvez bien, je sais pas où je serai dans 2 ans, moi non plus, mais vous avez quand même une idée, une volonté, écoutez, engagement pour la France. Je n'exclus absolument pas de jouer un rôle politique, vous l'avez deviné. Et puis, c'est une main tendue peut-être, ou LR ? Non, mais je vais pas tendre les mains à un parti qui me précède de 7 décennies, j'ai pas cette arrogance-là. J'ai envie de jouer un rôle. Je joue déjà un rôle pour l'instant plus en commentateur et en écrivain. Si demain c'est un rôle politique, tant mieux. Je vous cache pas que j'y pense, que j'y réfléchis, que c'est quelque chose qui m'anime. Et je suis né dedans, je pense qu'à ça, enfin pardonnez-moi. Mais je vais pas vous dire j'ai envie d'être là, je suis là, c'est parce que je le sais pas. Je vous respecte trop pour vous donner des illusions pareilles. Non, mais écoutez, je vous pose la question parce que c'est intéressant. Je trouve qu'on réfléchit tous à l'ex et après. D'être dans l'équipe de Retailleau, ça vous tente pas ? J'ai posé la question. Non, écoutez, pour l'instant. Oui, Sarkozy, vous voulez absolument lui trouver un boulot, mais c'est vrai, mais merci. Vous acceptez des stagiaires à Europe 1 Il n'a pas besoin de moi. Je serais ravi d'avoir un petit stage. Est-ce que votre papa a lu ce livre ? Oui, il l'a lu. Qu'a-t-il dit sur ce livre ? C'était remarquable. Mais je vais pas vous donner les conversations intimes d'un père et de son fils. Il l'a lu. C'est intéressant parce que lui est beaucoup plus gaulliste que bonapartiste. Et d'ailleurs, il est très de Gaulle sur sa vision de Napoléon. C'est-à-dire que oui, la grandeur c'est génial, etc. Mais il laisse la France dans un sale état. Je pense que c'est pas parfaitement juste cette compréhension de l'histoire napoléonienne, mais il y a quand même un grain de vérité. Donc je suis assez heureux d'être le bonapartiste de la famille. Vous voyez. Merci beaucoup. En tout cas, merci Louis Sarkozy d'être venu dans le studio d'Europe 1. Puis on suivra effectivement votre parcours. Merci. Merci, cher Voilà, Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. On vous recommande. C'est un angle très intéressant pour tous les fans inconditionnels de l'empereur. Merci infiniment. Les 20h31 sur Europe 1.